Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode ce soir spécial Grand Clash, car j'ai avec moi Alex Thibodeau et Yann Miller de l'organisation du Grand Clash. Salut les gars! Comment ça va mon homme? Salut Xav, ça va? Très très bien, très content de vous avoir avec moi ce soir. On a un beau petit show, guys. Il y a déjà pas mal de monde dans le chat, puis je vois déjà du gros love. Gros love dans le chat. Grimgar qui s'est sub. Merci Grimgar. Félix pour le resub de 15 mois. Penno pour le resub de 9 mois. Saline avec des bits. Scopoufy qui sub, guys. Big love, Colin. Il va falloir que j'amène les gars plus souvent sur le show. Clairement, vous me portez chance, là. Clairement, vous me portez chance. Très content d'avoir ces messieurs avec moi ce soir. Effectivement, on va jaser Grand Clash. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que le Players Pack du simple est sorti, à peu près? Je dirais 2 semaines. À peu près, là, oui. Ouais, à peu près. À peu près. Plus, je pense. Donc, le Players Pack du tournoi en simple, donc du samedi, dimanche, est déjà sur Internet, déjà disponible. On va en parler ce soir. On va un peu faire un petit deep dive, quelque chose comme ça. Et, bien entendu, on a l'exclusivité ce soir. On est chanceux. On va présenter en primeur le Players Pack du tournoi en double, qui, je pense, est... premièrement, c'est tout nouveau pour l'édition de cette année, mais qui, selon moi, va quand même faire le plaisir de plusieurs personnes. C'est très attendu. Et moi, je m'inclus là-dedans. J'ai très hâte de faire le double déjà là. Donc, ça va être très, très cool. Avant toute chose, on va faire notre... Oh, Alex, est-ce qu'Alex a dû quitter momentanément? On l'a encore perdu. C'est correct, on va se mettre en mode interview à 2. Une chance que j'ai fait les setups juste avant. Alex devrait revenir dans pas long. Alex est connu, là. On n'a pas besoin de l'entendre. On l'a déjà vu, il a fait son apparition, il peut s'en aller. C'est ça. Là, c'est la nouveauté. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'est parfait que tu sois là, Yann, parce qu'on va jaser de toi un peu, Yann, parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui te connaît, qui sait t'es qui quand même. Tu faisais partie de l'administration du Clash. Oh, Alex est de retour, on va resetter nos caméras. Tu faisais partie de l'organisation déjà l'année passée. Yes. Tu t'étais principalement occupé de l'événement narratif, entre autres. Tu étais présent pour ça. Mais je pense que ça vaudrait la peine que tu te présentes un peu, que tu nous fasses un tour là, de ton expérience de Wargaming, en gros, comment tu as commencé, puis tout ça. Là. Un peu le classique que ce que je fais avec les gens. Alex, on veut pas le savoir, on l'a déjà entendu plein de fois, c'est assez. Bon, ça y est. Et comme, pourquoi moi? C'est ça. Ça commence bien. Ça commence bien, très bien. En fait, déjà, pour commencer à répondre à ta question, déjà, je pense qu'il y en a plusieurs qui me connaissent sous le pseudonyme de Monsieur Miniature. Pour ceux qui vont de temps en temps ou qui te suivent vers le Twitch de Vanessa Miniature. Donc, vous pouvez me voir pas juste le dos de la tête pour une fois, mais vraiment de front. Et oui, en fait, j'ai décidé de rejoindre l'organisation du Clash l'année passée. Pas mal, disons, dernière minute, mais addition ô combien bienvenue par Marc-André Dalpé, qui était vraiment heureux d'avoir un partner qui pouvait courir après ben du monde pour aller chercher leur fiche de game et puis faire tous les petits trucs, les petits cossins gauche à droite pour pouvoir suivre l'organisation puis s'assurer que tout était dans le bon ordre. Et j'ai pu avoir l'énorme plaisir aussi de pouvoir faire l'écriture d'effectivement tout le narratif. Donc, tous les textes que vous avez vus, c'est tout de mon cerveau que c'est venu. Et ça va être la même chose pour cette année, pour le double, fait que j'en parlerai un peu plus tantôt. Et pour dire de où ça part mon expérience de gaming, mais je pense que je vais étonner personne en disant que ça part de très loin. En fait, la première fois que j'ai touché à tout ce qui était comme fantastique, médiéval et compagnie, c'était quand j'ai écouté Conan le Destructeur pour la première fois vers l'âge de 5, 6, 7 ans dans ces eaux-là. Pas jeune, oui, mon père, il y en a qui peuvent se dire, oui, quand même, il y a des petites bouts rough dans ce film-là, pourquoi? Mais à cette époque-là, c'était moins contingenté. Le PG-13 était quelque chose qui était comme plus rare.
Plus lousse. On était plus lousse avec. Plus lousse, mettons, ouais. exactement. C'est ça. Fait que j'ai commencé là-dedans. Évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai pu bénéficier et avoir le plaisir de jouer à HeroQuest, qui est vraiment ma première entrée dans ce Ils l'ont refait, hein? Ils l'ont refait. Je suis un peu déçu, par contre, de la remouture. Ah ouais? J'aime pas pas moi. les nouveaux modèles qui sont vraiment un peu trop exotiques à mon goût, mais bon, c'est vraiment Ouais. c'est vraiment mon goût, là. Je suis vraiment fancy sur la sculpture de certains modèles. Fait que vous me châtirez un autre jour, ou je me flagellerai pour vous à un autre moment donné. Mais essentiellement, HeroQuest, il y avait un autre jeu aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous l'avez vu, ça s'appelait Siege ou Siège, qui était la même compagnie. Et c'est ça, c'est que c'était des petites catapultes qui avaient des billes et tu avais comme un château fort et il y avait des choses qui, avec des élastiques, si ça touchait, ça partait dans tous les sens. Et j'avais ça, je tripais sur ces deux jeux-là. J'ai joué comme un mongol à ces deux jeux-là. Et j'ai fait le saut, comme beaucoup de gens, après ça, dans le RPG. Donc, j'ai sauté. En fait, mon premier RPG, étrangement, était le jeu de Star Wars, mais j'ai pris le jeu de Star Wars miniature. Donc, le jeu pour les modèles miniatures qu'il y avait à l'époque, les premiers, les originaux, ceux qui étaient en plomb, qui étaient hyper toxiques. Et j'ai tout établi mon propre système de jeu de RPG parce que c'est vraiment un jeu miniature, c'est pas un RPG dans le fond, donc j'ai vraiment tout basé avant de mettre la main sur un vrai système comme celui de la deuxième édition là, de Western Games. Puis après ça, j'ai fait mon chemin dans les D&D, un jeu que j'ai adoré qui s'appelait Ironmaster. Et quand Lord of the Rings est sorti en 2000, j'ai acheté une méga collection de Lord of the Rings. J'étais en feu sur ce système-là, ce jeu-là. J'ai tout revendu plus tard pour m'en mordre les doigts. Il m'en reste quelques-uns encore. Et j'ai arrêté pendant des années. Des années, je pense, pendant 8-9 ans, j'ai arrêté de tout ça. La job, l'école, les amours, tout. Puis en 2011, j'avais une job qui était sur la route, j'avais besoin d'avoir comme des fréquentations sociales. Ma vie était durant les fréquentations sociales. Le soir, quand la fin de semaine, quand tout le monde est disponible, moi, j'étais pas disponible. J'avais besoin de voir du monde. Et puis, mon frère venait de m'offrir comme cadeau une boîte de Space Marines de 40 000. Et puis là, j'ai fait comme, ben, regarde, pourquoi pas essayer ça. Et la piqûre là, pour Warhammer, pour le système de Games Workshop est entrée là. J'étais très gêné par rapport à Fantasy, puisque Fantasy était rendu à sa fin de 7e, début 8e à l'époque. On a encore perdu Alex. Non, c'est beau, je suis là, c'est juste que j'ai fait mon setup. Ouais, c'est ça. Aidez-vous pas, aidez-vous pas. Pas trop. Donc, évidemment, à l'époque, tout le monde le sait, hein, la 8e édition de Fantasy, c'était assez volumineux. J'ai essayé de rentrer, pas été capable. Quand Age of Sigmar est arrivé, je suis entré, j'ai comme acheté ce qui était nécessaire, ces choses-là. Puis, depuis ce temps-là, puis surtout avec Vanessa, là, qui est vraiment embarquée à pieds joints dans Age of Sigmar. Je l'ai suivi, évidemment, dans le système. Puis, me voilà maintenant, là, fanatique fini d'Age of Sigmar et volontaire... comme organisateur. Les armées que tu joues, Age of Sigmar, vite de même, je sais que tu joues Gitz. Oui, mais c'est malheureusement les Gitz. Malheureusement, oui. Ça fait depuis que l'Ambassade est sorti. Dis le joueur Beast of Chaos. Ouais, on se comprend bien, Yann. Yes. Écoute, moi, c'est rendu que j'ai une case à part pour moi dans la méta. Là, j'ai une sélection pour moi, là, juste pour moi, tellement qu'on est mauvais. Mais non, depuis qu'on a sorti le livre, j'ai été me faire torcher à LVO en 2019, après la sortie du Battle Tome. Et puis, j'ai jamais réussi à remonter la pente depuis ce temps-là. Fait que j'ai une belle armée de Gitz qui dort. Et puis là, après un écœurantite aigu, je me suis cherché un petit peu. Et j'ai fini par embrasser la vague de Dominion, donc les Stormcast. Et je suis vraiment tombé amoureux des Nurgle aussi qui viennent de sortir. Donc j'ai un beau projet qui est en cours présentement d'une armée de Nurgle que je suis en train de convertir de A à Z à partir de tous les modèles de 40 000 pour l'armée de la Death Guard. Cool, très cool. Super ça. Ça va être écœurant. On n'est pas au même power level hein, avec ces deux livres-là versus le livre de Gitz.
Peut-être que tu seras chanceux, Yann, et comme moi, tu auras droit à 12 pages dans un tome Celestial éventuellement. Qui sait? Hein? T'aurais dû voir la face que j'ai eue quand ils ont sorti le tome Célestial l'année passée. Ouais, c'est ça. Puis la face que j'ai eue quand ils ont sorti le tome Célestial dans les Broken Realms après. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que John vont décider de faire avec ça. Merci Yann, très content de t'avoir avec nous. J'en profite en même temps. J'ai Alex et j'ai Yann avec moi, mais je salue quand même tout le reste de l'équipe d'organisation du Clash. Donc, on pense tout de suite à Marc-André, on pense aussi à Danick, on pense j'en manque, il y avait aussi... il y a aussi Pierre-Louis qui se rajoute. Vous avez des nouveaux ajouts, c'est ça, effectivement. Oui. On a Pierre-Louis qui se rajoute, on a Simon Côté qui se rajoute, on a Alexandre Gueudry qui se rajoute aussi. Alexandre Gueudry, pour ceux qui ne le connaissent pas, Simon va s'occuper de la portion Song of Ice and Fire. Alexandre va s'occuper de la nouvelle portion aussi de Lord of the Rings. Et on a notre fameux Pierre-Luc Héroux qui se rejoint à nous aussi. Pour vrai, je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais je vais le dire, là. Mais Pierre-Luc Héroux, pour vrai, je pense qu'à date, c'est le MVP du Clash. Écoute, je pense qu'on est passé dans les 3 premiers Clash à quelque chose de genre de 1 à 5, 6, 7 commanditaires. Là, on a pété le 20. Là. Mm-hmm. Ouais. Oh, il y a beaucoup de commanditaires. C'est impressionnant la quantité de trucs qu'il est allé chercher. Puis, tu sais, ça le passionne. Il met du temps là-dedans, il met de l'énergie. Fait que, tu sais, profite-en, PL. Là, je vais vraiment te donner un bon coup de chapeau. Là, fait que félicitations à toi, mon gars. Là. Ouais, merci beaucoup, PL. Tu as vraiment fait une belle job. Je suis Fabergast. Juste pour une petite précision, par exemple, Marc-André, tu as nommé Marc-André, mais Marc-André, pour cette année, prend l'année off au niveau de l'organisation. Okay. Fait que, exact, pour des raisons personnelles. Fait que c'est Yann, en fait, là, qui devient le bras droit au Clash, et c'est Pierre-Louis qui devient le bras gauche après ça. Le bras gauche. Donc, bien. Voilà. Très belle équipe, puis on salue Marc-André, on lui souhaite des bonnes vacances du Clash. Gros statement de dire qu'Héroux est MVP. Moi, dans ma tête, pour l'instant... J'ai comme perdu une partie de mon âme, là. Pour l'instant, même le MVP de cette année, moi, je pense que ça reste le ringer de l'année passée. Il me semble que c'est Eric. Eric Marquis, Dans ma tête, c'est encore le MVP, même pour l'instant de cette année. Fait on a beaucoup là, à topper. Gros clash l'an passé. Gros clash l'an passé. Solide. Ben, on salue tous ces beaux gens, puis on leur souhaite un excellent clash. Ça s'en vient, ça avance à grands pas. Avant qu'on poursuive, ben, je vais en profiter pour saluer aussi les gens dans le chat qui sont là ce soir. Il y avait des commentaires au début, tantôt je leur revenais. Alex, t'auras pas besoin de trancher sur Nagash et les X-Rates parce que finalement ça a été fucké. C'est fait. C'est réglé. Voilà. Fait que vous pouvez plus abuser ça, guys. J'aurais fait la même chose. Ben, en tout cas, je vais pas me rembarquer là-dedans, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est la bonne décision qui a été prise. Puis maintenant, vous pouvez plus abuser ça, ben allez abuser des fulminators dans Living City le temps que ça dure. Comme tout le monde. Ici, y a-t-il une affaire qui m'écœure pas plus que ça? J'ai enfin une armée que je peux dire qui est compétitive. Hein? Puis là, il me foutent un War Scroll ultra pété comme ça. Je croise vraiment les doigts, les gars. Je croise les doigts qu'il fasse juste réduire le nombre de dégâts sur la charge. Au lieu de 3, 2. Ça va juste les rendre plus intéressants. Et sincèrement, une petite parenthèse. J'ai écrit cette semaine à Games Workshop pour leur dire mes craintes de ne pas augmenter les points, mais de corriger le War Scroll. Puis sincèrement, si vous voulez le faire, je vous invite à le faire. Plus ils vont avoir de monde qui vont leur dire de changer le War Scroll, plus ils vont écouter la communauté. Mais honnêtement, le Fulminator, le War Scroll n'est pas le problème. Ben honnêtement, moi je pense qu'ils sont pas assez chers. Ils auraient dû monter en point. Mais sinon, des Fulminators, ça joue la game. Ça joue la game de Warhammer là, de façon très honnête, honnêtement. Ça avance, ça charge, ça fait du gros dégât. Le problème, c'est juste que dans Living City. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils ne devraient pas pouvoir shoot and move tout de suite après dans Living City. Si on a faqué Translocation au début du Battletome pour dire qu'on pouvait pas move après Translocation, il n'y a pas de raison qu'on garde ça dans Living City. C'était pas problématique depuis le début de Living City existe, mais là maintenant avec des Drake, avec des Fulminators, là il y a de quoi à faire là-dessus. Mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Mais il pourrait monter en point, les Fulminators. Il aurait probablement dû monter en point. Et peut-être qu'on va avoir des updates plus souvent. Qui sait?
Alright. Merci pour vos commentaires, guys. Ce soir, on va parler du Clash. Avant ça, on voulait faire quand même petites annonces habituelles. Paint to Glory est en cours, donc envoyez vos soumissions pour le Paint to Glory pour le mois de février. J'ai entendu entre les branches que Gab n'aura pas de soumission possiblement ce mois-ci. Donc, Wide open. C'est votre Wide chance de tout ramasser. Gab pourra pas le faire là, ce mois-ci. Je pourrais pas rig. En tout cas, si je trouve un moyen que Gab gagne, je vais l'avoir rig dans maudit, mais ça c'est autre chose. Donc, envoyez vos soumissions, profitez-en surtout. Je rappelle vite aussi qu'au Bastion, vous avez encore la promotion qui est applicable jusqu'à la Saint-Valentin. On vous donne des fleurs, donc vous avez 10% de rabais sur tous les produits Gamers Grass, on va le dire comme du monde. Donc, ouais, allez jeter un coup d'œil, des beaux produits vraiment très très cool. Donc, Vaginator, merci pour le resub. Mouah! Big love. Et aussi, on voulait jaser, on a eu des annonces aujourd'hui du gouvernement, mais ça commence à ouvrir de plus en plus. Ça avait déjà été confirmé là, pour le Lore Master de Trois-Rivières. C'est-tu Trois-Rivières ou Shawinigan? C'est Trois-Rivières. Exact. Qui s'en vient à la fin du mois. Et là, Alex, t'es en mesure de nous annoncer le prochain Lore Master aura lieu. Ce qui se trouve être. C'est pas le 3, c'est le 4 qui est en avril. C'est le 3. En fait, le 1, c'était le mois de janvier qui a été reporté, bien sûr, pour les raisons sanitaires. Fait qu'il a été reporté en avril. Normalement, le Lore Master d'avril, c'était le Clash. Mais là, on va en avoir 2 tournois, dans le fond, en avril. Fait que celui de février à Trois-Rivières va avoir lieu. Malheureusement, puis ça s'est rempli, je pense, en 15 minutes à peu près. Là. On est passé d'une 40aine de places à 24 parce que là, en vigueur, les normes demeurent 25 places pour cette fin de semaine-là. Donc, malheureusement, il faut que je respecte ça. Pour mars, à Québec, on est encore en train de regarder le local, voir ces choses-là. L'annonce va être proche, très très proche. Je suis en contact avec Mathieu pour voir justement où est-ce qu'on va faire ça. Mais je peux bloquer, en fait, là, c'est même déjà, je n'ai pas regardé récemment, je pense qu'il y avait 20 joueurs tantôt déjà qui étaient signed up. J'ai fait une annonce sur la page Facebook du Lore Master pour le 9 avril à l'Abyss. Donc, on reprend celui de janvier à l'Abyss à Montréal. Donc, on a 40 places d'ouvertes pour le Lore Master. Comme je vous dis, là, je pense dans les 20-30 minutes qui ont suivi l'annonce, on était déjà rendu la moitié rempli. Là. Ouais, donc, l'événement sur Best on est à 21 joueurs. Je viens juste de vérifier. On est à 21 joueurs, voilà. Donc, il reste 19 places disponibles pour le Lore Master du mois d'avril à l'Abyss à Montréal. Donc, venez en grand nombre. Ça va être cool de vous voir lancer des dés. Puis c'est ça. Puis le reste, normalement, devrait suivre son cours tel que prévu, en espérant qu'on n'a pas un autre Decepticon qui nous attrape, là, mais sinon, on va pas se faire. Quelqu'un qui a dit un clash sans masque, ce serait peut-être possible. Maybe, écoute. On sait pas, là. En fait, moi, je pense que l'espoir qui risque d'arriver, là, je pense qu'il... Moi, je vais faire un gros statement, parce que ça a l'air quand on va sur ton show, Xavier, va faire des gros statements. Là. Moi, je dis que le masque... Oui, voilà, gros statement. Moi, je dis, pour le Clash, je serais pas surpris que ce soit masque recommandé et pas obligatoire. Okay. Moi, je pense qu'on s'enligne vers ça. Et je sais que j'ai déjà eu des questions pour le passeport vaccinal, je ne sais pas encore. Okay? Je sais que c'est hotly debated. D'un, on pourrait débattre est-ce qu'il va encore être là, oui ou non, au mois d'avril. On va voir. Mais sinon, en fait, là, ce qu'on regarde par rapport à ça, c'est on a l'opposition dans un hôtel, il l'exige pas, mais dans un événement, il l'exige. Fait que, ça, je vais me plier à ce que l'hôtel va bien entendu dire. Voilà, c'est hors de mon contrôle. Mais dès que j'ai l'information 100%, là, je vais vous la transmettre. S'il y en a qui sont non vaccinés là, puis qui sont inscrits, on va pouvoir checker ça avec eux autres. Super. Puis, comme tu le dis, on est à la merci de toutes les mesures en place, donc on va évoluer avec ça à mesure. Exact. Mon but, c'est pas de payer une amende de plusieurs milliers de dollars et vous non plus. Personne ne veut payer d'amende, c'est sûr et certain. Je me rappelle juste le premier clash qu'on a fait dans la pandémie, là, en 2020, qui avait été retardé. Là. Juste le fait de, oui, tu portais ton masque quand tu te promenais, mais qui nous considérait comme à une table lorsqu'on jouait puis qu'on pouvait enlever le masque. Déjà ça faisait toute la différence, honnêtement. Ouais. Je serais pas surpris que ce soit ça. Si ça serait le minimum qu'on a, je serais déjà
Très heureux, honnêtement. Là, juste pouvoir passer 2h30, 3h, pas de masque là, puis le remettre quand on s'en va, c'est déjà une grosse différence. Selon moi. D'ailleurs, puis j'ouvre une parenthèse, s'il y en a qui veulent réserver leur chambre d'hôtel, j'ai mis l'information sur la page du Clash. Là. Donc, vous appelez au numéro, là, j'ai linké le site de l'hôtel, vous appelez, vous dites que Sport Tour de Warhammer avec les dates, vous aurez le tarif préférentiel. Là, par cœur, je ne sais pas c'est combien, là, mais tout est déjà en place pour pouvoir réserver. Là. C'est 114, si je me trompe pas. 114, bon, voilà. Je l'ai fait aujourd'hui. Fantastique. Vous avez la chance de venir au même hôtel que moi, guys. Comment? On ira dans la piscine. C'est un luxe. C'est un luxe. Ça, là, c'est un luxe. Le même hot tub? Est-ce que t'apportes ton hot tub? Ah, je sais pas s'ils vont me laisser. Ils vont me laisser aller dans la piscine avec le hot tub. Est-ce qu'il va y avoir un gros statement ce soir? Pourquoi hot tub alors qu'il y a une piscine là-bas directement? T'amènes le hot tub à côté de la piscine. Dans la piscine. Ben oui, c'est ça, exact. Ouais, peut-être un live en direct du hot tub de l'hôtel. Ça serait quelque chose. Donc on se croise les doigts. Ça serait du... Ouais, je pense qu'on irait chercher un solide prochaine étape, Xavier, ça va être l'ouverture du OnlyFans double tour. D'après moi, on va être là-dedans. Ouais, je pense que c'est business as usual, ça devrait s'en aller vers ça. Cool, fait qu'on souhaite bien entendu que tout se passe très bien. Vous avez les Lore Masters, donc on en a un qui s'en vient très bientôt. Malheureusement, les places sont déjà toutes prises pour le 26 avril. Tu as une liste d'attente. Et il y a une liste d'attente. C'est ça, donc vous pouvez toujours vous essayer. Donnez votre nom à Alex si vous ne pouviez pas être là, puis quelqu'un va prendre la place. En tout cas, c'est peut-être faisable. En mars, pas annoncé encore, mais restez à l'affût. Ça s'en vient. Et en avril, c'est-tu le 9 avril? Je me trompe pas, le 9 avril. Samedi le 9 avril. 9 avril à l'Abyss pour le Lore Master. Donc c'est le Lore Master 3, parce que le Lore Master 4, c'est le Clash. C'est ça. C'est le bout qui me manquait. C'est le bout. C'est ça. Ok. Cool. Très, très, très cool. Qu'est-ce que vous dites là? Moi, j'ai la chance de dormir avec le gentleman. Ouais, Foubar est chanceux. Foubar dort dans la même chambre que moi. On commentera pas sur la question du même lit. On n'en parle pas. On dit pas. Moi, je veux baver personne, mais... Ouais. Ah, les gars, moi, je veux baver personne, mais je vais avoir la chance de dormir avec Vanessa Miniature. Tu sais. Ouais, mais là, c'est pas juste. Je suis hors concours, je le sais, mais quand même. Là, ouais, de Monsieur Miniature. Monsieur Miniature. Monsieur Miniature. Elle s'en est pas plein jusqu'à date. C'est ça. All right. How's the bragging cam going? C'est ça. On va passer à autre chose, si vous le voulez bien. Oui, s'il vous plaît. Oui, c'est... merci. J'ai chaud tout d'un coup. Là. Donc, Grand Clash, on va parler du Players Pack pour le simple. On va quand même faire un tour de tout ça. Je dirais qu'il n'y a rien d'extravagant cette année, rien de gros changements nécessairement si on compare aux années précédentes. Mais ça vaut la peine d'en faire le tour, puis on va jaser un peu. C'est sûr qu'on s'entend, on est dans une nouvelle édition, donc des changements par rapport à ça. Mais il y a quand même quelques changements et qu'il faut quand même souligner, Xavier. Tu sais, c'est pas des... Oui, c'est rien de game-breaking, mais c'est quand même des changements qui sont intéressants puis qu'on va prendre la peine de regarder ensemble là, pour checker ça. Puis, by the way, là, juste pour aviser, s'il y en a qui ont des questions pour le Clash, moi, ça se peut très bien qu'après le simple, je quitte là, pour aller avec les enfants. Là. Donc, s'il y en a dans le chat là, qui veulent poser des questions pour le chat, ça se peut que je reste pas pour toute l'émission. Yann va pouvoir s'occuper du double, mais pour le simple, là, ça se peut que je quitte prématurément. Ça se passe là, si vous avez des questions. Puis si vous avez des questions aussi, ben, je n'ouvre pas à écrire à Alex là, oui, exactement, ou n'importe qui de l'organisation. On va pouvoir vous diriger au bon endroit. Alright, donc, le Grand Clash, le Players Pack ici présent. 22 au 24 avril. On remercie, je ne passerai pas chacun des commanditaires, mais on remercie les commanditaires que vous voyez que je défile à l'écran ici. On l'a mentionné tantôt, on a beaucoup de nouveaux commanditaires cette année. Oubliez pas non plus de colorier votre Joss, très important. Oui. Très important. On va faire comme des supermarchés, on va le mettre sur le mur, chacun de vos Joss. On va avoir un mur de Joss au Clash. Là. Wow, solide. Pour vrai, c'est vrai, Yann, excellent point, là, apportez vos Joss au Clash. Cool. Ouais. Et on veut vraiment faire un mur de Joss colorié. Ça serait vraiment malade. Ouais, super. Ça prend ça. Là. Super. Oubliez-les pas, guys. Oubliez-les pas. On a ici d'ailleurs tous les beaux commanditaires. Ah, c'est qui ça dans le milieu? En fait, j'ai quasiment envie de dire à tous les joueurs qui vont porter leur Joss colorié,
vous méritez un point de sportsmanship de plus pour votre tournoi. Ça me semble que ça serait hot, là. Sauf Héroux. Pense... Juste pour que tout le monde ait un point de plus qu'Héroux, dans le fond. Là. C'est ça, exact. Moi, je pense que ça serait pas pire. Hein? Je sais pas, il me semble que ce serait le fun. Yann, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord. Écoute, c'est mon idée. Fait que j'en prends la paternité complètement. Voilà. Fantastique. On y va avec ça. Ouais, ok. Gros statement encore une fois. Ça arrête pas. Alright. Samedi, dimanche, pour les horaires. Ça, c'est une exclusivité au double tour. Là. C'est juste les auditeurs qui vont savoir. Je sais. C'est solide show ce soir. Donc, pour ce qui est de l'horaire, ça commence à 8h pour les inscriptions. La première partie commence à 9h. On est à 2h45 pour chacun des rounds. C'était 2h45 aussi l'année passée? Il me semble que oui. Ouais. Right? Il me semble que oui. Les deux premiers clashs, c'était 2h30. On a augmenté à 2h45 l'an passé. Puis je veux dire que la très grande majorité des games se sont bien terminés dans ce temps-là. Fait que si on veut pas finir trop tard, si on va avoir le temps de boire de la bière en masse, là, on veut pas non plus que ça s'éternise trop tard. Ouais. Si on veut super une heure raisonnable aussi, là, fait qu'on fait ça comme ça. Là. On s'entend que 3e édition, plus longue à jouer en général que la 2e édition. Ouais. Plus de décisions à prendre. Mais bon, il faut se pratiquer dans ce sens-là, c'est sûr et certain. Terminez vos games le plus possible. C'est vraiment très important. Non, puis tu sais, je pense que c'est un incitatif de jouer. Ouais. Oui, c'est le fun de socialiser, boire la bière, on est tous des chummés, mais en même temps, aussi qu'il y a un bon pace. Oui. On va dire ça comme ça. C'est l'idéal pour les deux joueurs, honnêtement, que la partie soit terminée. Exact. Pas d'ambiguïté. C'est parfait comme ça. À noter aussi qu'on vient de passer à 5 parties, donc 5 rounds cette année versus le 6 Ça, c'est un des gros changements, puis c'était vraiment suite à... Il y a beaucoup de gens qui nous en parlaient, pas juste l'an passé, mais depuis des années que la 6e game, oui, c'est le fun de jouer, mais la 6e game, après avoir brossé un peu la veille, il y en a qui retournent de plus loin, c'est plus difficile. Fait qu'on a fait le changement après discussion ensemble. On s'est rencontrés après le clash l'été passé ensemble, puis on s'est dit, je pense que le move à 5, la plupart des gros tournois, c'est 5 games aussi. Puis, je pense que c'est un move qui est intéressant. On va finir plus tôt le dimanche. Fait que je pense que pour bien du monde, ça fait bien l'affaire. Fait qu'on va essayer la formule à 5 parties cette année. Puis si jamais on voit que finalement, le monde voulait 6. Nous autres, dans le fond, Yann, tu pourras corroborer, quand on fait un peu le post-mortem du clash, on commence toujours, qu'est-ce que vous avez entendu? Et qu'est-ce que les joueurs vous ont dit? Qu'est-ce que, on veut faire ça pour les joueurs. Là. Ouais. C'était flagrant aussi, puis ce que j'ai surtout remarqué l'année passée avec Marc-André Dalpé, c'est à quel point la 6e game, les points, il y a vraiment un impact marqué entre la 5e puis la 6e game au niveau des points puis comment c'est scoré, ces choses-là, qu'on voit que les gens sont, juste comme par les résultats finaux, on voit que les gens sont fatigués. Donc, avec tous les commentaires, le fait justement que ça devenait de plus en plus à la mode d'avoir un tournoi à 5 parties au lieu d'avoir 6 parties, puis tous les tournois que j'ai participé ou que j'ai connu ou que j'ai entendu qu'il y avait plus 6 ou plus parties durant l'événement, tout le monde était complètement brûlé à la fin, c'était désagréable. Rendons ça agréable, on est là pour avoir du fun. 5 parties, tout le monde était unanime là-dessus. Ouais, je pense pas que la perte de la 6e partie va enlever du fun puis va changer l'événement, mais je pense que le petit repos de plus, le finir plus tôt, je pense que pour bien du monde, ça va faire une différence. Oui, effectivement, solide. Moi-même, j'en avais parlé l'année passée en masse. J'étais très pour ce changement. Donc, excellent changement, selon moi. Donc, tout ça se termine en fin d'après-midi, le dimanche. Et ensuite, bien entendu, il y a la remise des prix. Donc, en principe, à l'entour de 4 heures, ça devrait se terminer. Au niveau de la réglementation, liste d'armée, règle générale, on doit ajouter les listes. Prenez la date ici, avant le jeudi 21 avril à 22h. Donc, très, très, très important. Par rapport à ça, Xavier, oui? J'ai envie de faire un autre gros statement là-dessus, puis je te mets sur le spot parce que j'en ai pas parlé. Ce serait peut-être le fun de bouger ça, mettons, genre mardi le 19 avril, autour de 18h, pour qu'on fasse un list reveal sur le double tour. Effectivement, je te contre-attaque avec un gros statement que ton MVP Héroux m'en avait déjà parlé. Donc, voilà. Mais oui, donc faut dire aux gens qu'effectivement, il y aura possiblement un changement ici à la date. Mais tout le monde va être avisé. Mais oui, on aimerait ça faire un list reveal show pour le double tour juste avant le tournoi. Ça serait très 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 cool. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, effectivement.
On pourrait faire venir, mettons, tu sais, peut-être, là, des. Là, Héros, tu n'as pas parlé, là, mais tu sais, faire venir, mettons, les anciens champions qui participent, puis tu sais, voir comment ils ont fait leur liste. Malheureusement, ça veut dire donner plus d'airtime à Just, mais non, c'est un petit peu le prix à payer. Là, mais... toujours un prix à payer, effectivement. Ça se balance parce qu'on a Patiste qui vient sur le show, fait que ça se rebalance solide. C'est malade. C'est malade. Donc, vous voyez la date ici, sujet à changement, les gens vont être avisés, il y a des bonnes chances qu'on fasse un show de list reveal par rapport à ça. Et deuxième changement aussi, tout de suite après, seules les listes rédigées avec Warscroll Builder seront acceptées. Alléluia! Enfin. Enfin. Plus de cochonneries, de lâchez-moi avec vos estis d'affaires de Army Builder, de Battle Scribe, de tabac. Non, c'est non. OK? Ah, c'est beau. J'ai fait ma petite montée de lait. Je suis bien content. Tout est beau. Je pense que c'est assez self-explanatory, ce changement-là. Hein? Pas de liste à moitié écrite sur le bord d'une napkin, puis de montrer ça à notre adversaire en face. Excellent! Excellent! Je pense que ça va faire aussi moins de monde qui va écrire à Alex dernière minute. Il va dire, je suis pas capable de mettre ma liste sur Best Coast, là. Ouais, ça se peut, ça aussi. Vous avez un peu moins de problèmes de ce côté-là, mettons. À 130 joueurs, je confirme, je le fais pas. Ouais, mais là, on vient préciser, vous voulez la liste là, avec le output du Warscroll Builder. Là, que les gens, faut pas qu'ils fassent le petit point d'interrogation pour avoir la liste en format écrit. Vous voulez vraiment avoir la feuille l'image là, qui est produite par Warscroll Builder. Exact. Parfait. Exact. Très bien. Égal pour tout le monde. Peut-être que tu pourrais faire un petit tutoriel sur ta chaîne, peut-être. On fera ça s'il faut. J'ai aucun problème avec ça parce que allez chier tout le monde, les autres qui font pas ça. Alright! Voilà. Cool. Puis, ceci étant dit. Oui, ceci étant dit, les listes au format non réglementaire mangeront un coup de pied dans le cul. OK. Les listes doivent être construites de la manière suivante. Ici, rien de bien particulier. On s'entend, je pense pas qu'il y ait de changement. Non. Je vais faire ça vite. Là, je vais passer par-dessus assez rapidement. C'est 2000 points, match play standard, toutes les règles normales du GHB. On joue dans Gur, fait que c'est le Battle Pack du GHB 2021 qui est en jeu pour toutes les parties. Ouais. La seule chose peut-être, les deux choses importantes en fait, puis ça par Warscroll Builder vous l'avez, mais tout ce que vous ajoutez à votre armée, c'est les artefacts, les bataillons, les sorts, les command traits, ces choses-là, faut le voir sur votre liste. Okay? Sinon on tombe dans une liste donc qui est illégale avec la pénalité de 10 points de bataille là, à ce niveau-là. Puis, j'ai commencé à recevoir une coupe. Là. À chaque année, moi, je sais que les tournois Games Workshop sont très à cheval sur les figurines utilisées. Là. Moi, personnellement, j'adore les armées converties et ces choses-là. Je suis vraiment pas stické. Fait que, si vous avez des modèles que vous utilisez en Countaz ou des conversions qui sont extravagantes, peu importe, ben, à la limite, envoyez-moi des photos. Et 99% du temps, je vais vous dire oui. La seule chose que j'ai dit non, c'était David Bellumeur pour des caméléons skin qui a mis une petite touffe d'arbre là, sur une base. Là. Mais ça c'est l'exception. Là. Mais c'est ça. Sinon, je suis très open aux conversions et ces choses-là. En même temps, David Bellumeur, il le mérite. Je veux dire, il le mérite. Oui, quand même. Mais moi, mes seules règles, en fait, c'est pas compliqué. C'est que si c'est une vraie conversion et non une touffe d'arbre collée sur un socle, puis si c'est mentionné à l'adversaire, écoute, garde tel modèle, c'était l'affaire. Prenez pas, mettons, des Chaos Warriors pour faire des maraudeurs ou peu importe. Non. Mais si, exemple, quelqu'un joue des Luminins, exemple tout à fait aléatoire, puis qui dit, ben voici, j'ai des nains avec des gros marteaux, ben c'est des Larid Stoneguard. Je pense que c'est assez clair, puis ça se comprend, puis c'est correct. Là. Mais faites juste attention. S'il y a un doute, écrivez-moi à adeptuscoaching@gmail.com. adeptuscoaching@gmail.com. Je vais pouvoir vous dire, ben oui, j'accepte, non, j'accepte pas, mais à date, j'ai refusé, je pense, personne. Sauf David Bellumeur. Avec les buissons. On le mérite. Hashtag, on le mérite. Hashtag, on le mérite. J'aime ça qu'on l'ait en plus pointé, c'était quoi? Sa conversion, j'adore ça. Oui. Vous savez, c'est quoi le minimum, guys, à aller chercher plus qu'un tuft, plus qu'un arbre sur une base. Là. C'est ça, exactement. Puis le plus important aussi, c'est que vous soyez clair avec votre adversaire. Qu'est-ce qui est quoi dans votre armée aussi, on s'entend. Exactement. Après ça, il n'y en a plus de problème. Tout à fait. Donc. Puis sinon, ben l'autre
au niveau de la politique des modèles, c'est ça. C'est que si vous avez ne serait-ce qu'un modèle qui est non peint, ça inclut Summon, ça inclut les Faction Terrain, les Endless Spells, tout ce que vous mettez dans le fond potentiellement sur le jeu doit être peint. Puis peint, je dirais qu'un minimum 3 couleurs soclées, mettons. Là. Sinon, vous avez 0 en peinture, pour ne serait-ce qu'un modèle. Le 0 de peinture, ça vous enlève pas, mettons, le Best General ou le Best Sportsmanship, mais ça vous enlève le Best Overall puis le Best de chaque Grand Alliance. Fait que, c'est ça. Fait que c'est un choix à faire là, lorsque vous venez avec ne serait-ce qu'une figurine non peinte. Là. Mais c'est ça. Puis au savoir dit, si j'achète une boîte Games Workshop, j'ai pas le temps de les monter, donc je prends le socle et je découpe l'image de la boîte, c'est-tu correct? Puis on renchère avec, c'est 100% Games Workshop, donc... Centurion! Ben écoute, je pense que j'aime mieux le buisson encore que ça. Mais c'est un bel essai, PO. C'est Pro Paint en plus, qui dit c'est Pro Paint en plus. Heavy Metal Painted en plus. Solide. Ouais. Le P, c'est parce qu'il... Là, on parle d'une tranche de vie là, vraiment faite dans un tournoi avec des centurions garantis. À quelque part, ça m'étonne même pas. Voilà. OK. Zéro pinball. Non, c'est ça. Alright, solide. Donc, vous avez ici les règles très claires pour la politique des modèles. Puis, dans toute hésitation, envoyez un courriel à Alex avec vos modèles. Il va vous clairer ça assez rapidement. Exactement. Pointage! Exact. Donc, on avait déjà changé l'année passée. On avait le Best Présentation qui avait fait son entrée. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements au niveau de bataille, peinture, tout ça? Je pense que ça restait quand même assez semblable cette année. Je regarde ça. Ouais, je vais faire le tour rapidement des différents modes de scoring. En fait, là, la bataille, bon oui, tu l'as dit avant, c'est 120 points. Là, on enlève une partie, ça reste sur 100 points. C'est le même principe que je pense que les joueurs commencent à être habitués. C'est un différentiel sur 20 points. Fait que, ça va être entre 20-0 et 0-20. Là. Ouais. Si votre game donne 12-9, ça marche pas. Puis, donc, il y a vraiment, sur chaque battle plan, vous allez voir, il y a l'écart, qu'est-ce que ça donne. Puis on va le voir quand on va parler des différents scénarios, mais c'est tous les points sont comptabilisés. On n'a pas séparé là, les battle tactiques, les grand strategies, c'est dans le même bateau, essentiellement. Au niveau de la peinture, ben oui, ça va être encore, on va avoir un deuxième juge de peinture avec la quantité de joueurs qu'on a, je pense que ça prend le minimum. Là. Puis on n'est quand même pas allé chercher le pays de la gang. On avait Danick, bien sûr, là, on rajoute Max Croteau. Fait que je pense qu'on a quand même 2 juges plus que solides pour juger la peinture. Puis là, donc, il va avoir, après la 3e partie, en fait, là, il va avoir une évaluation. Puis peut-être que côté peinture, je vais laisser Danick là, plus parler éventuellement dans un double tour pour la façon de juger. Mais la grille a été revampée, en fait, là, pour un peu plus, je dirais, de facilité à juger le tout là, de façon le plus objective possible, mettons. Ça ressemble à ça. Parfait. Présentation. Donc, comme tu l'as mentionné, l'an passé, on a vraiment séparé les deux éléments. Fait qu'il y a peinture uniquement sur la qualité de la peinture. Et là, on a aussi présentation. Ça, c'est vraiment l'armée qui inclut le display, l'historique de l'armée, tout ça. C'est vraiment l'aspect visible de l'armée. L'aspect wow. Peut-être pas nécessairement les meilleurs peintres, mais le meilleur effet wow. Ça ressemble à ça. Sportsmanship, donc vu qu'on a 5 parties, on voulait pas non plus on voulait que les scores demeurent en certaines proportions là. Fait qu'on a enlevé sur 5, donc on est rendu sur 4. Donc c'est de 1 à 4 pour le sportsmanship. Puis encore une fois, généralement on va s'attendre à ce que un 3, 2, ce soit la norme pas mal là. 1, c'est vraiment une partie qui est vraiment, vraiment nulle. Là, une partie qui a eu de la stinade, puis c'est pas le fun. Puis, 2, c'est une partie correcte. C'est business as usual. C'est une partie pas eu de gros fun, mais c'était correct. C'était legit. Partie 3, là, c'est une partie agréable, qui se distingue, qui roule bien, qui a du bon pace, on jase, on a du fun. Puis 4, puis ça, je mets l'accent là-dessus. Je ne suis pas supposé avoir 45-4 par game. Là. 4, c'est vraiment, là, tu joues contre un Fred le mieux, puis tu te pisses dessus tellement c'est drôle, puis ça, c'est un 4. Mais c'est pas toutes les games qui sont 4. Tu bats Just 20-0, ça, c'est un 4 pour tout le monde dans la salle. Ça, c'est correct. Mais c'est ça. Fait que, puis à la fin du tournoi, vous allez avoir votre vote de Best Sports du tournoi.
un joueur contre qui vous avez joué, bien sûr, et ça donne 2 points additionnels. Avant, c'était 3, c'est rendu 2. Fait qu'on a un ratio qui est similaire en fait de points de sportsmanship, points de peinture, puis ces choses-là. Fait que ça reste comme ça. Et finalement, je pense, un des gros ajouts, en fait, au Clash, là, je pense, c'est-tu Marc-André qui l'a suggéré, je m'en souviens même plus qui l'a suggéré, mais, tu sais, nous autres, le nerf de la guerre, surtout avec 132 joueurs d'inscrits présentement, ça demeure les tables, les décors, tout ça. Fait que, tu sais, on voulait, tu sais, puis on compte toujours sur les boutiques, sur les particuliers pour fournir du stock. Ben, ça ne fait pas exception encore cette année, mais là, on voulait récompenser justement des joueurs. Puis c'est une tradition qui commence dans beaucoup de tournois à popper aussi. Là. Donc, on a un prix pour la best table. Donc, chaque table qu'on va placer, amenée par un joueur, va avoir son nom sur la table. Et durant les pauses, durant l'événement, tout le monde va avoir un petit coupon pour voter pour sa table préférée. Donc, c'est purement un vote du public. C'est rien de scientifique. C'est laquelle que les joueurs ont trouvé la plus haute. Ben, pas juste une table sur laquelle tu as joué, mais sur toutes les tables en général. Tu te promènes dans la salle. Ah, c'est la table 22, j'ai trouvé la plus haute. Paf, tu mets 22. Puis il va y avoir un prix pour le best table. Fait que je trouve que c'est un petit incitatif le fun pour encourager les gens à peut-être faire des tables, faire des décors, en apporter, ces choses-là. Fait que ça, c'est un bel ajout que honnêtement, je pense, encore une fois, c'est Marc-André qui l'avait suggéré? Je pense que c'est Marc-André, je pense. Ouais, en tout cas, ben bravo. Ça commence à être loin. C'est ça. Ben, c'est une très bonne idée, puis on va supporter ça aussi. Vraiment, voilà. Absolument. Puis le monde font tellement souvent des belles tables aussi à la maison, puis c'est des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir parce qu'ils ne traînent pas leur table nécessairement partout. Donc, une chance de plus de se démarquer en venant montrer ce que vous avez à la maison. C'est super cool, une très belle idée, et puis ça vous aide en plus pour l'organisation. Tout le monde est gagnant. Exact. Yep, exactement. Puis ben, les prix, écoute, je vais passer rapidement, là, c'est pratiquement les mêmes prix là, qu'on retrouve. Là, le Best Overall, General, le Painting, Présentation, Sportsmanship, chacune des grandes alliances, plus le Best Table. Ouais. Dans le fond, personne ne peut gagner plus qu'un prix d'excellence. L'exception, c'est Best Table. Si celui gagne l'Overall a aussi la Best Table, il va avoir c'est indépendant. Mais sinon, c'est ça, exactement. Là. Fait que, puis bien, juste noter, parce que je sais que ça joue de la confusion dans le passé, peut-être pas l'an passé, mais quand on parle du meilleur de chaque grande alliance, c'est vraiment le meilleur score overall. Donc, je pense que c'est arrivé un an ou deux qu'un joueur, pourtant, j'ai eu plus de points de bataille que celui qui a gagné. Il dit, ouais, mais c'est vraiment l'overall pour le grand alliance. Sportsmanship et peinture, la peinture. Exactement. C'est là-dedans aussi. Exact. C'est juste pour clarifier tout le monde, là, c'est ça. Parfait. Super. Passons maintenant aux règles maison. Donc, ouais, exactement. Ben, en fait, les règles maison, on y va quand même avec quelques-unes des règles. Là, puis c'est ceux qui sont familiers avec le Clash, vous êtes quand même assez familiers aussi avec ça. Là. Le slow play, ça fait partie des choses. On s'attend à ce qu'en 2h45, vous avez au moins le temps de jouer 3 rondes. Je pense que c'est pas une grosse demande excentrique. Là, je pense que c'est la grosse base. Puis ça, je sais. Puis je le dis à chaque année au double tour, puis je le redis encore au Clash. Puis pourtant, si vous avez un adversaire, puis je sais que c'est touché, j'en suis très conscient, là, mais si vous avez un adversaire que vous voyez qui fait du slow play, puis je pense qu'on le sait comment ça fait du slow play. Tu prends ton temps, tu bouges tes bonhommes longtemps, tu réfléchis, tu vas aux toilettes, tu checkes ton codex, c'est peu importe. Si tu suspectes que ton adversaire délibérément fait des actes pour du slow play, que vous veniez me le dire après la ronde, dit ouais, un tel là, ouais, il a fait du slow play, mais je peux rien faire. La game est jouée. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, Yann, Pierre-Louis, moi, dire hey Alex, tel adversaire, il slow play un peu. Je vais aller voir la game, puis je vais comme essayer d'accélérer les choses un peu. C'est ça. Fait que n'hésitez vraiment pas, puis je comprends que c'est touché, puis vous pouvez passer pour un dad guy, mais regarde, mettez ça sur moi, dites que c'est Alex qui met l'accent là-dessus, puis c'est de sa faute à lui si c'est chiant. C'est correct comme ça, là. Puis l'autre chose aussi, bien sûr, c'est toujours une question, si l'adversaire est tablé, mais non, mais je perds au point, mais j'ai tablé mon adversaire. Mais vous continuez à faire vos tours jusqu'à temps que vous en jouez 5 pour voir combien de points vous cumulez au total tout. Fait que si bien sûr un joueur concède la partie, donc c'est beau, je la donne, automatiquement ça fait un 20-0. C'est pas cool. C'est les choses, je pense que ceux qui sont familiers avec mes tournois sont assez, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ouais. Fait que ça ressemble à ça.
Plus souvent tabler qu'autrement. d'écart. Oh, excuse-moi, j'allais juste dire plus souvent qu'autrement, tu sais, round 4, round 5, on est capable de, s'il reste pas beaucoup de temps, on est capable de figure out qu'est-ce qui se passerait, rouler quelques dés, dire ah oui, telle chose qui arrive. Fait que c'est toujours important d'y aller de même. Puis si vous voulez. J'ai vu des gains. Hey, on finit ce combat-là, mais le combat, il donne rien. Faites le pas le combat. Passez à autre chose. C'est ça. Soyez logique et intelligent dans vos choix. Là. Ouais. Shout-out à P.O. Savard. Shout-out à P.O. Savard pour le slow play. Il peut vous donner un masterclass là-dessus. Mais il y a un sac banane, fait que c'est correct. L'homme sait comment aller chercher des minutes où ce que vous pensiez pas qu'il y avait des minutes. C'est incroyable. C'est incroyable à voir aller. Oh oui, clairement. Big love P.O. OK. Table et décor. Ouais, table et décor, ben en fait, encore une fois, tu sais, c'est. Mettons que les tables, quand on fait les setups, on s'attend à ce qu'elles restent comme ça. Tu sais, on les place comme ça, puis. Commencez pas à tasser le décor, quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'on soit le plus neutre possible, puis les tables, on les fait le plus balancées possible. Ouais. Fait que, si jamais vous les accrochez, replacez-les, s'il vous plaît. C'est des affaires de base, encore une fois. Là. Les éléments de décor sont traités comme tels. Fait que, mettons, les arbres d'une forêt, on les enlève pas. Fait que si ta base passe pas dans la forêt, ben ta base passe pas dans la forêt. C'est aussi simple que ça. Puis les collines, ben, c'est pas des éléments de décor. Fait que ça donne pas de cover. T'es sur une colline, t'es pas dans le cover. Puis sinon, on n'utilise pas les règles de décor mystérieux. On l'a essayé au Clash 3. Mais tu sais, ça c'était quand c'était standardisé selon le realm que tu jouais. Tu avais une règle pour tous les décors, c'est correct. Mais là, tu sais, rouler pour les décors, ça alourdit le jeu, puis des fois pour pas grand chose. Fait que ça, on ne le jouera pas. Puis j'ai mis la règle en fait pour les faction terrain qui doivent être déployés avant qu'on mette le décor. Mais je pense que ça a été la plupart corrigé, entre autres avec le bon tête Nexus qui causait problème, je pense. La pyramide Séraphon peut-être aussi avant. Là. Mais tu sais, en tout cas, bref, si jamais c'est le cas que techniquement vous placez votre élément de décor avant, ben on ignore cette règle-là. Ben, je pense que sur ces deux-là en particulier, on rajouté une règle comme quoi que si les éléments de décor sont trop dans le genre, vous avez le droit d'enlever un élément de décor pour pouvoir placer votre Bone Tide Nexus ou la pyramide. Je pense que c'est les deux faction terrain à qui ça s'applique puis que ça vaut vraiment la peine, on s'entend, là, parce que ces choses-là sont immenses. Là, c'est vraiment très très gros. Là. Donc, tout à fait. En tout cas, peut-être ça, des gens qui se poseront la question, là, mais me semble effectivement que sur le Bone Tide Nexus, la règle est là, puis sa ligne semble confirmée pour le Realm Shaper Engine aussi dans le chat, là, qu'on peut enlever un élément de décor. Donc ça sera en jeu, là, effectivement. Ouais, exact. Parfait. Comportement, ben ça, c'est une affaire que j'ai instaurée dans le passé, puis moi-même, j'ai de la misère à le faire, là, on s'entend, c'est un jeu complexe quand même, là. Mais tout ce qui touche, mettons, moi j'appelle ça dans le fond le revenir dans le temps. Souvent, j'ai fait ma phase de héros, blabla, je fais mes spells, mes habilités, puis là, je commence à bouger. J'ai oublié tel spell, je peux-tu le refaire? La réponse est non. Puis, tu sais, c'est souvent touché parce que, en fait, une des bonnes parties des problèmes, je dirais, de sportsmanship ou d'argument avec les joueurs, c'est, ben moi, j'y ai laissé, mais au début de la game, quand ça faisait pas grand-chose, mais au tour 4, quand c'était pour prendre un objectif, il m'a dit non. Fait que, tu sais, moi, j'y ai laissé, lui me laisse pas. Fait que, ça fait toujours des frictions. Fait que c'est pas compliqué. Quand votre phase est terminée, votre phase est terminée. Puis, vous n'avez pas à demander à l'adversaire, la réponse est non. Fait que je standardise ça tout simplement pour justement éviter le plus de problèmes possible. Exact. Mettez pas votre adversaire dans cette position-là. C'est super malaisant de se faire demander. Tu sais, une game casual puis tout, on s'en fout, mais là, vous êtes en situation de tournoi où chacun des joueurs... Chronométré, et chacun des joueurs pratique pour faire le moins d'erreurs possible. Des erreurs, ça nous arrive tous. Ça fait partie de la game. Si on a fait une erreur... C'est tout bad. Mettez pas votre adversaire dans le malaise de dire « Hey, tu me laisses-tu corriger mon erreur? » C'est comme... Exact, tout à fait. Faites pas ça. Faites juste pas ça. Faites juste écouter. C'est tout bad, on continue, puis that's it. Je pense que c'est le meilleur pour les deux. Puis vous aurez jamais, justement, les malaises que tu dis de dire « Ben lui, il m'a laissé, lui, il m'a pas laissé. » C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Ça fait le tour? Ça fait le tour. Ben, en plus bas, on a les grilles d'évaluation là, au niveau de la peinture, des présentations, comme tu parlais. Ouais, tantôt, ça, je vais laisser ça à Danick éventuellement. On va en parler une autre fois, effectivement. Parce que... Voilà. Puis il reste les scénarios, en fait. Les scénarios. Donc, le choix des scénarios. Je vais commencer avec le round 1. À chaque fois... Ouais, allons-y. Donc, puis justement, il y a vraiment... Le choix des scénarios, c'est vraiment... C'est quand même délibéré. Je voulais que ça vienne chercher là, le plus grand nombre
d'armées potentielles, de plus grands défis tactiques pour une seule liste, là, sans non plus tomber dans les scénarios qui sont poches à jouer. Mais en fait, le premier, c'est Tectonic Interference, donc les 3 objectifs, dont un qui est primaire, qui est alpha, qui vaut 2 points par ronde de bataille. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est très très clair. C'est les scénarios du GHB, très simplement. Vous avez sur le document rempli, vous avez la Battle Round, vos points de victoire, incluant vos battles tactiques, ces choses-là. C'est facile à marquer. Vous avez à droite le différentiel du pointage final, votre nom de l'adversaire, le score de sportsmanship, le score final. Fait que, pour vrai, shout-out à Alain Lessard qui a fait une job super pour l'infographie, pour faire des belles pages, je pense, de score. Je pense que toute l'information est là, puis c'est facile à comprendre, du moins. Là. Puis ça va être justement, en fait, c'est pas compliqué pour les lore masters qui vont envoyer avant le clash, ça va être de ces 5 scénarios-là que je vais piger. Fait que ça va être aussi pour se pratiquer pour le clash. Très solide, comme dans le chat a été dit, c'est plus simplifié que l'an passé, effectivement. On a pu. Ouais, vraiment. L'édition a changé, donc on n'a plus tout le froufrou d'objectifs secondaires, objectifs tertiaires. Exact. C'est un peu tout inclus dans l'émission. À ce temps, avec les Battle Tactics, les Grand Strategy. Exact. On y a pensé, mais justement. On y a pensé, mais. Avec la V3, tu sais. Les draws sont vraiment plus rares que ce qu'ils étaient là, maintenant. Fait que le besoin de secondaire, de tertiaire additionnel est beaucoup moins là, beaucoup moins présent. Tout à fait. Donc, tout à fait. Parfait, solide. Selon moi, Tectonic Interference est solide. Ouais, classique. Le deuxième, j'ai pris Survival. Juste avant, donc, Alex, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est nous qui imprimons les feuilles de score ou c'est fourni ça doit être fourni comme les autres années? Parfait. C'est fourni, ouais, exact. En fait, là, le player pack, c'est sûr que j'ai mis tous les commanditaires. Le player pack que vous aurez va être épuré. Pour pas imprimer, c'est pas que j'aime pas les commanditaires, mais il va être affiché partout sur les écrans. Fait que, il va être en très bonne visibilité. Mais pour le principe du player pack, il va avoir pratiquement uniquement les scénarios et les règles de base au niveau peut-être des comportements, là, la page précédente. Fait qu'on parle d'un 6-7 pages pour le player pack, pas plus que ça. Pour que ce soit facile à traîner, pas trop de pages à gérer. Fait que oui, c'est l'organisation qui s'occupe de tout ça. Parfait. Super. Scénario 2? Ouais, deuxième survival. Fait qu'un autre bon. Tu sais, on n'a plus de kill point, en fait. Fait que avec ce scénario, on va rechercher un peu la notion de kill point si on veut, où est-ce que éliminer des unités là, importantes là, peut nous donner des points de plus. Fait que Oh, on vient de perdre notre Alex. Je pense qu'on a perdu Alex. Mais effectivement, Survival of the Fittest se trouve être, si je me trompe pas, c'est celui qu'on a des unités qu'on doit nommer comme étant des prédateurs. Donc là, vous faites des points additionnels lorsque vos unités prédateurs vont réussir à tuer une autre unité prédateur sur le board. Donc, quand même solide. Je l'ai joué justement récemment. Oh, Alex, est-ce que tu es de retour? Yes. Ok, ouais, super. je suis là. Donc, on était en train justement de dire Survival of the Test, qui était le scénario où tu dois choisir des unités prédateurs là, pour affronter les unités prédateurs. Oui, exact, tout à fait. Donc, ça fait des points de plus. C'est vraiment plus. On donne des points pour tuer du stock de plus. Oui. Yes. Donc, troisième. Petite question rapide, et c'est une des questions que je voulais te poser, justement. Est-ce que le parle? Pour les stratégies, puis j'imagine qu'on va inclure là-dedans les Grand Strategy et les Battle Tactics. Est-ce qu'on utilise seulement celles du GHB? J'ai perdu le son. Oh, est-ce qu'on m'entend? Oh non, excuse. Moi, je vois plus Alex du tout, là, c'est pour ça. Vous m'entendez pas? Je m'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? On va... Moi, je t'entends. M'entends-tu, exemple? Moi, je t'entends aussi. Okay. C'est peut-être juste du côté Alex. Je pense que je voyais plus Alex du tout, moi. Fait que je n'entendais pas ce qu'il disait. Alex, est-ce que tu nous entends? Il nous entend pas? Yann dit qu'on nous entend. Oui, je pense pas qu'il y ait de problème de mon côté avec le stream, tout ça. Je vais me déconnecter rapidement. Bonjour. Alex, est-ce que tu nous entends? Veux-tu que je me déconnecte aussi? Non, je pense que toi, d'après moi, ça vient du côté Alex, parce que nous deux, on est corrects de notre côté. Mais c'est une excellente question, Scorpoufi. Est-ce que les Grand Strategies, est-ce que les Battle Tactics vont être limités à celles seulement du GHB? Ou si ça va être aussi inclus toutes celles des factions? Alex, tu nous entends toujours pas?
Tu nous entends toujours pas. Je vais juste voir s'il m'a écrit sur Messenger. Non, il n'a pas écrit. Ça vient de ton côté. Je crois. That's weird. Bon, on aura peut-être la réponse. Éventuellement. Écoute, moi, je vais faire un gros statement. Ouais, je vais vas-y. dire qu'en fait, oui, c'est accepté, parce que généralement, on n'est pas, on limite pas ces choses-là. On veut quand même que les gens puissent profiter de ce qu'ils ont. Alex pourrait nous surprendre là, quand il va finir par réussir à se reconnecter. Mais sincèrement, personnellement, je veux dire, je suis pas mal sûr qu'on va les prendre là, à 100%. Là, fait que, disons 99,99%. Alex m'en a pas parlé, donc s'il m'en a pas parlé, je suis pas mal sûr qu'ils sont là dans le fond. Donc ça va être utilisé pour ceux qui en ont. Donc ceux qui ont eu leur tombe célestiale et ceux qui ont eu leur codex. Leur battle tombe. OK. Un petit peu de 40 000 qui se glisse ici. OK. Parfait. Est-ce que tu nous entends, Alex? Dernier essai? Non. Bon, ben c'est bien malheureux. Alex va devoir nous quitter. Problème technique de son côté. C'est pas grave, on va continuer avec toi, Yann. Aucun problème. OK. Bye, Alex! Bye, Alex! Je vais juste nous switcher dès qu'il va avoir quitté. OK. Donc, vous l'aurez entendu ici. Les Grand Strategies et les Battle Tactics vont être acceptés là, si vous en avez dans vos factions respectives. Exact. De toute façon, on s'entend que, bon, déjà, on sait qu'il y a le Beast of Chaos qui s'en vient avec son tombe célestial dans le prochain White Dwarf. Ça a déjà été annoncé. Il y en a beaucoup qui en ont déjà reçu aussi. On a quand même quelques Battle Tomes qui s'en viennent aussi, qu'on peut croiser les doigts qui vont sortir avant le clash, surtout pour les Fire Slayer puis les Idonette. Je pense qu'il va y avoir resté quelques armées qui n'auront pas de bonus comme ça. C'est bon de rappeler aussi que les nouveaux Battle Tomes, il faut qu'ils aient eu leur fac post-release pour pouvoir être joués dans le Grand Clash, autant pour le simple que pour le double. C'est requis pour qu'ils soient acceptés. Donc, on espère que Games Workshop ne prendront pas encore 6 semaines comme ils ont fait avec Nurgle. Mais bon, si on s'attend à ce que voyons, Idonette et Fire Slayer sortent février, peut-être? Moi, je pense que je pense qu'on va être surpris. Ça on va être avoir la grosse sortie des Eldar là, prochainement, puis après ça devrait être eux. Là. Mais, fait que si on est début mars, on a peut-être la chance de l'avoir juste avant le clash. Oui, c'est ça, exact. Mais si par chance Daughters of Cain puis Night Hunt sortent, par exemple, début avril, là, ça m'étonnerait qu'on ait la fac à temps, en tout cas. Non. Mais d'après moi, ça va être plus mai de ce côté-là. OK. Grand dame des joueurs Night Hunt et Daughter. Donc, on avait Survival of the Fittest. En troisième, ensuite, on avait Feral Fury avec les 6 objectifs. Donc, c'est sûr qu'on peut aller brûler, là, si je ne me trompe pas, de l'autre côté du board. 6 objectifs, bien sûr, ça va nous forcer à jouer un peu plus expand sur la map, vraiment aller chercher des points, se promener un peu plus. Donc, un peu plus difficile pour des armées qui ont moins d'unités, bien entendu. Ensuite, on a Tooth and Nail, donc scénario connu pour empêcher les réserves. Donc, étant tous les deux des joueurs Stormcast, Yann, on n'aime pas ça voir ce genre de scénario dans un pack, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ben, écoute, au moins il y a eu un scénario pour contrer les joueurs Cities. Si vous pognez un joueur Living Cities, c'est sur ce scénario que vous aimeriez mieux la rencontrer. Ça, je dis ça de même. C'est ça, exactement. Donc, Tooth and Nail. Et finalement, on termine avec Savage Games, qui se trouve être le vieux... Si je ne me trompe pas, c'était Battle for the Pass dans le temps. Là. Donc, Battle for ça the Pass. vaut 1 dans votre territoire, vaut 4 dans le territoire ennemi, et les 2 du milieu valent 2. Donc, l'autre scénario, c'est classique. J'aime beaucoup ce scénario-là. Honnêtement, Savage Games, je le trouve toujours très, très le fun à jouer. Oui, c'est un de mes préférés, moi aussi, Savage Game. J'aime juste pas le jouer contre les géants parce qu'il kick tout le temps l'objectif hors de leur... honnêtement, on a des bons scénarios. Là. On n'a pas Apex Predator. On n'a pas Power in Numbers. Donc, d'après moi, ces scénarios-là peuvent juste aller dans la poubelle directement. Donc, c'est déjà bien. C'est de Tooth and Nail.
ça me fait un petit quelque chose, mais j'aime pas mal mieux Tooth and Nail que les deux autres que je viens de mentionner. Donc, solide, selon moi, scénario assez solide. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le Players Pack du Singles. Donc, ça va être, selon moi, encore un super beau événement. Toujours une réussite à chaque année. Devrait être solide encore une fois. Cette année, on remercie Alex qui était là tout à l'heure, qui a dû quitter pour des problèmes techniques, malheureusement. C'est pas grave. On va poursuivre. On va présenter le Players Pack du double en exclusivité. Yes. Très, très hâte de vous montrer ça, guys. Donc, je vais le mettre à l'écran à l'instant. C'est là que tous ceux qui attendent que ça, qui sont où? Que ça, ils vont le lire. Ok, c'est beau, je m'en vais me coucher. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, j'ai eu ce que je voulais. OK. Donc, Players Pack du double, qui se trouve être le 22 avril, donc le vendredi. Ça va être un peu votre appetizer là, avant les autres tournois de la fin de semaine. Le vendredi, c'est aussi Song of Ice and Fire, si je ne me trompe pas, right? Oui, exactement. Les deux événements vont être en même temps. En même temps. Puis le dimanche, il y avait aussi un événement de Lord of the Rings. Parfait. Exactement. Donc, on va avoir à peu près 10 joueurs qui vont s'installer dans un coin et qui vont jouer Lord of the Rings. Je vous invite à aller voir les tables qu'ils vont avoir avec les armées. Ça va être de toute beauté. Je sais qu'il y a des très beaux setups là, qui s'en viennent pour le Lord of the Rings. Là. Très cool. J'ai vu certains des setups, là, des tables qui ont été créées littéralement. Comme je pense que si on est chanceux, on devrait avoir le gouffre de Helm, littéralement. Donc la forteresse. Ça va être du beau si on est chanceux. Ouais. S'ils l'amènent. Donc nice. ils me l'ont pas confirmé. Mais bon. Nice. OK. Ça va être cool. Alright. Donc, le double, vendredi, l'horaire. C'est un peu semblable à l'horaire du simple. De 8h à 9h les inscriptions. Première partie à 9h. On a un peu plus de temps. On a un 3h ici là, au niveau des parties. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le site 3h? La raison est la suivante. C'est surtout que comme il y a 2 joueurs de chaque côté, ça demande plus de gestion de la part des 2 joueurs, même si les armées vont être personnellement, pour chacun des joueurs, vont être réduites. Ça demande plus de gestion. Donc, on veut que les gens puissent avoir le temps quand même de jouer. Ça reste quand même que c'est un tournoi en double, mais on veut juste comme donner ce petit buffer-là de plus pour pouvoir compléter la partie, pour au moins justement, dans certains cas, se rendre jusqu'au tour 3 minimalement. Parfait. Donc, ça devrait se terminer vers 18h45 en soirée. J'imagine que remise des prix va suivre peu après ça. Devrait pas être trop long non plus. On rappelle, on parle du double, mais c'est un événement, oui, compétitif, mais il y a aussi une partie narrative. On va en parler un petit peu plus loin dans le pack. Mais il va y avoir des objectifs narratifs à travers tout ça aussi, pour ceux que ça titille encore plus qu'il y ait du narratif là. Pour les lore gamers de ce monde. Pour faire un aparté sur ce que tu dis, évidemment, originalement, on avait lancé le double et le narratif séparés. La majorité de nos joueurs narratifs de l'année passée, qui avait été un bon succès quand même, ou un grand succès, comme dirait Borat, se sont quand même lancés du côté du double. Donc, pourquoi pas mettre les deux ensemble? Donc, on a vérifié ça avec Marc-André avant qu'il se désiste de l'organisation, et puis pour l'année, puis on a décidé de merger les deux. Donc, il va y avoir un aspect narratif, et je peux dire tout de suite que dans les semaines qui vont précéder le clash, je vais lancer donc les différents scénarios, pas les scénarios, mais les différents textes là, ou histoires qui vont précéder chacun des scénarios. Cool. Est-ce que ça va être des histoires, est-ce que ça va être une suite ou ça va être inspiré des événements qui ont eu lieu au narratif de l'an passé? Oui, tout à fait. En fait, on va quand même suivre la trame narrative de Games Workshop, mais oui, ce qui se passe va découler de la fin de l'événement narratif de l'année passée. On va se transporter en Gur cette année et je vous laisse quand même languir pour la suite des choses pour dire qu'est-ce qui va se passer exactement pour la suite des choses, donc comment que ça va se passer. Je tiens juste à rappeler que mon armée de Zinch l'année passée a aidé les forces à sauver Anvilgard. Donc c'était just as planned, guys. Just as planned, OK? Tout ce qui se passe cette année aussi, ça va être just as planned.
OK. Bon, pour les équipes. Donc, formation des équipes, les territoires vont être selon l'appartenance. Le territoire de chaque équipe est déterminé selon l'appartenance à une grande alliance. Donc, ici, pour savoir qui est de quel côté sur les tables, ça va vraiment dépendre de si vous êtes Ordre, Death, Chaos et Destruction. J'ai oublié Destruction. Donc là, dépendamment, on a un peu tous les exemples ici. Là. Dès que vous êtes Horde, vous êtes plus du côté attaquant. Dès que vous êtes Chaos, vous êtes plus du côté défenseur. Et ensuite, entre ça, ben, vous avez Destruction et vous avez la mort qui sont plus des neutres attaquants, neutres défenseurs. Donc, si on faisait un exemple, par exemple, quelqu'un qui jouerait Order avec quelqu'un qui jouerait, par exemple, Death, ben là, eux autres seraient automatiquement plus du côté attaquant. Parce que les deux. Exactement. Si quelqu'un est Horde, mais qui joue avec Chaos, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça va dépendre de l'autre équipe, j'imagine. Exactement. En fait, c'est que j'ai mis en place ce système-là pour, dans le fond, pas avoir que les joueurs décident d'eux-mêmes, parce qu'un des gros problèmes qu'on avait eu l'année passée au narratif, c'est que tout le monde voulait être comme d'un côté, oui. Puis personne ne voulait être de l'autre. Donc là, on se retrouvait avec, comme par exemple, juste des attaquants, presque pas de défendants. Puis on avait été comme obligé de bâtardiser ça un petit peu à la fin, là, juste avant le... Donc je voulais pas avoir ça. Okay. Je voulais comme pouvoir voir comme les listes d'armées, dire OK, j'ai ce groupe-là, j'ai ce groupe-là, j'ai ce groupe-là. Donc chacun, dans le fond, chaque faction, chaque combinaison donne comme un attaquant, donne un neutre attaquant, neutre, défendant. Puis la combinaison que tu as donnée, par exemple, me donnerait un neutre pur et dur, donc ce qui veut dire que j'ai l'opportunité de, si il me manque du monde du côté des attaquants, de shifter attaquant et vice-versa vers défendant. Donc l'important, c'est que j'aille égal défendant-attaquant des deux côtés, tout simplement. Donc c'est juste pour ça. Donc ça dépend de votre armée. Parfait. Super. Donc on le mentionne ici. Vous devez communiquer aussi avec toi, dans le fond, à ton adresse courriel pour officialiser l'équipe. Donc le nom des deux partenaires. Ici, on parle d'une couleur. Il faut te mentionner une couleur en particulier. Une couleur, non, pas vraiment de couleur. Là. Je pense que c'est une coquille qui s'est glissée dans le texte, fort probablement. Okay. Mais je veux surtout avoir le nom des attaquants et dans le fond, l'armée la faction qui vont jouer. Le nom de l'équipe aussi, j'imagine. Le nom de l'équipe, effectivement. Puis ça, on va en parler dans les points, mais la partie justement narrative vient aussi au niveau de la création de votre équipe. Donc, de déjà commencer à voir un nom d'équipe, est-ce qu'il est original? Arrivez-moi pas avec des Boba Fett, les gars et les filles. C'est sûr que je vous donne un gros 0 pour ça. Mais si vous avez quelque chose d'original, c'est sûr et certain que vous gagnez vos points. OK, c'est bon. Liste d'armées et règles générales. Donc, les listes d'armées doivent être ajoutées dans l'application Best Coast Pairing au plus tard le mercredi 20 avril à 22h. Seules les listes rédigées avec Warscroll Builder seront acceptées. Ça vaut juste la peine que je le refasse encore. OK, good. Je pense qu'il y en a qui vont avoir une petite tendance là vers... C'est correct. Saline qui dit qu'il doit commencer à penser à un nouveau nom. Je pense que t'as crashé son rêve de s'appeler Boba Fett dans son équipe. C'est malheureux. J'en veux pas 50 aussi, tu sais, j'ai comme 50 équipes. C'est comme Boba Fett, c'est un bon nom. C'est ça. All right. Les listes au format non réglementaire seront pénalisées. Encore une fois, ici, ça s'apparente au simple. Ici, on a la règle qui, selon moi, fait toute qu'une différence dans la manière qu'on va jouer cet événement-là. Pour contester un objectif, chaque joueur doit avoir au moins un modèle à 6 pouces du dit objectif. Par la suite, la somme totale des modèles est utilisée comme à l'habitude. Donc, pour activer un objectif, entre guillemets, pour pouvoir avoir le droit de contester cet objectif-là, il faut que chacun des deux joueurs de la même équipe ait au moins un modèle de son armée sur l'objectif. Puis après ça, on compte comme on comptait avant. Les monstres valent pour 5, les héros valent pour 2, etc. Tout le temps comme ça. Exactement. C'est quoi qui vous a mené, ou toi en particulier, qu'est-ce qui t'a mené à une décision comme ça, à aller chercher ce genre de règles-là? Parce qu'on s'entend que ça va faire... ça va venir modifier beaucoup, d'après moi, la façon que les gens vont builder leur liste et vont approcher les parties.
Ben, écoute, ça vient du. En fait, c'est une décision conjointe. C'est notre charmant maître de jeu, Alex, qui est arrivé avec le concept. Mhm. Puis, moi, je l'ai regardé, j'ai dit tu veux vraiment rendre ça difficile. Puis, il fait c'est ça le but. Parce que effectivement, une chose qui est générale dans les tournois en double, Mhm. c'est qu'il y en a toujours un qui va monter son armée pour garder le fond du terrain, puis l'autre qui va Pour envoyer attaquer. son armée pour attaquer. On a tout le temps la même chose. Donc, en arrivant avec un principe où on force les joueurs justement à sortir de ce moule-là et à être soit attaquant ou défendant au niveau de leur armée, Mhm. donc, ça leur donne pas le choix. Il va falloir qu'ils montent leur armée en fonction de pouvoir aller capturer les objectifs pour pouvoir les clamer, tout simplement. Ok. Vous avez pas, vous avez pas peur que ça encourage les joueurs à dire ok, parfait, tous les deux, on va essayer juste de wipe out une des deux armées de l'autre côté, puis rendu là, à ce moment-là, l'autre peut plus rien faire pour contester, ou si vous considérez ça carrément comme une stratégie à adopter pour ce genre d'événement-là. Ça peut être une stratégie adoptée. C'est sûr que c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement au niveau du jeu, de wipe out une armée. On s'attend de toute façon à ce que tout le monde arrive cette fois-ci, non pas avec des armées narratives, mais de tournois. Donc, des choses qui sont des unités, des War Scrolls qui sont compétitifs. Tout le monde va Et avoir qui... 4 fulminators. C'est ça qui. Exactement, exactement. Tout le monde 4 fulminators. C'est ça. Let's go. On enverra ça à Games Workshop, ils monteront les points après. Ok, ok. Fait que c'est comme je disais tantôt, oui, on peut s'en aller vers cette stratégie-là, mais en même temps, les gens vont, d'après moi, aussi se builder davantage défensif des deux côtés, parce que là, il faut que je tienne l'objectif et que je le tienne avec toi, avec mon partenaire, tu sais, pour qu'on puisse scorer. Donc, ça va être important de ce côté-là aussi. Donc, puis, ça crée aussi, en fait, c'est que ça crée aussi la dynamique qu'on a normalement avec notre propre armée quand on joue du 2000 points. C'est qu'on est obligé de partager nos ressources comme ça pour pouvoir aller chercher puis garder nos objectifs. Oui. Ce qui arrive puis c'est ça souvent qui arrive avec le 2000 points, c'est que c'est comme là, tu peux littéralement garder toutes tes ressources d'un seul côté, puis l'autre part de l'autre côté. Puis l'autre, justement, peut partir avec 4 Stormdrake puis 4 Fulminators. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de points pour faire ça, mais c'est un exemple. ça fait que c'est complètement, tu sais, il va complètement aller laver l'autre côté de la table. Puis l'autre, il a juste à garder les objectifs, puis il est mort de rire. Là. Fait que le principe, c'est vraiment de dire, regarde, tu vas être obligé de partager tes ressources. Pareil comme si tu jouais une partie, juste ton armée, toi tout seul. OK. Tout simplement. Ensuite, les listes doivent être construites de la manière suivante. Donc, 1000 points, bien entendu. Les points utilisés ne sont pas transférables. Donc, on a l'exemple ici à 980 points. Ça ne veut pas dire que votre allié peut avoir 1020 points. Hein. Les points perdus sont perdus, tout simplement. On ne peut pas dupliquer les War Scrolls uniques ainsi que les sorts persistants entre les armées. Donc, par exemple, on voudrait jouer tous les deux Archaon. Ben là, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a trop de points. On voudrait jouer tous les deux Kairos parce qu'on joue Zinch, parce qu'on est des lore gamers. On pourrait pas chacun avoir Kairos dans nos armées. On pourrait pas chacun avoir le Umbral Spell Portal, par contre, par exemple, dans nos armées non plus. Exact. Si les deux joueurs ont la même allégeance, chacun peut avoir le même terrain de faction. Donc, juste pour que l'armée soit fonctionnelle, clairement. La même liste pour toutes vos parties, rien de bien spécial ici. Les War Scrolls les plus récents, bien entendu. Les habilités de sous-faction, sorts, aptitudes de commandement et autres habilités ne peuvent pas influencer les figurines de votre partenaire, même si les mots-clés le permettraient. Donc, il faut faire attention ici. Si par exemple, on jouerait tous les deux Stormcast, mes modèles à moi pourraient pas te donner, par exemple, une aura qui s'applique sur des modèles Stormcast, même si tu es un modèle Stormcast. Exactement. Encore une fois, c'est pour empêcher des combinaisons ou des combos plutôt complètement loufoques qui détruiraient le jeu complètement et puis le fun de tout le monde. Oui, genre tu avances 4 fulminators sur la table et moi j'utilise 2 Destiny Dice pour te donner une charge à 12. Haha! Exact. Ça serait un peu brisé, effectivement. Effectivement. Un peu, Excuse-moi, on a Gab qui demande si l'effet est négatif. Est-ce que ça s'applique aussi?
Par exemple, yeah. j'explose, je fais des mortels alentour de moi pour telle ou telle raison. Mon Gargant tombe à terre, il explose. Est-ce que ça affecte aussi mon ami? Ben ça c'est le mauvais exemple de rêve parce que ça peut affecter moi d'habitude. Mais mettons qu'on aurait... Ça s'appliquera pas parce que Kragnos peut pas être joué vraiment, mais si on aurait un genre de Kragnos qui fait du dommage alentour, ou si j'ai un spell qui fait du dégât à tout le monde, est-ce que ça fait du dégât aussi à mon adversaire, à mon allié plutôt? Oui, tout à fait. Mais c'est la même chose. Il y a des règles qui disent quand une règle stipule que tous les modèles autour sont affectés par X, Y, Z, ce qui se passe au niveau du modèle. Donc, un squig qui explose, par exemple, ça, c'est le genre de choses qui pourraient arriver. Je ne suis pas sûr de voir des joueurs Gloomspite, sauf peut-être PO s'il y a encore un grain, mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Donc ça, oui, s'il y a des unités autour puis que c'est censé affecter, ça l'affecte tout le monde. Donc quand c'est négatif, si c'est ça la question exactement, oui, ça l'affecte. Okay. C'est vraiment comme un bonus. Un bonus, admettons, un joueur qui décide, parce que ça pourrait être comme, je vais lancer comme la nouvelle prière, là, qui est un peu comme le Doom dans, je pense que c'est Malédiction, là, je ne sais plus c'est quoi le nom de la prière, là, mais cette prière-là qui donne justement un malus, ça, oui, c'est comme... Tu ne l'enverras pas sur ton allié, mais oui, là, ça pourrait affecter ton allié parce qu'il est quand même considéré. Dans le fond, c'est comme si on le considère comme une armée, tu sais, comme les vieilles, comme des alliés dans le fond, mais tu sais, les vieux alliés, là, les alliés of convenience, puis les alliés, tu sais. Fait que oui, ça peut l'affecter en négatif à ce niveau-là. OK. On a une question aussi. Est-ce qu'il y a une limite de 500 points maximum pour les units? Est-ce qu'une unit ne peut pas dépasser la moitié de l'armée? Parce qu'on précise ici que officiellement, c'est dans le Contest of Generals, qui se trouve être le pack du core book, mais cette règle-là ne se retrouve pas dans le pack de Gur, dans le pitch battles, finalement, qu'on a dans le Generals Handbook. Dans le fond, il faut que vous respectiez de base, comme dans le pack de Gur, dans le fond, il faut que vous respectiez comme le héros et les unités de base. Pour le reste, si vous voulez monter une unité à 500 points, plus de 500 points, c'est faisable. On peut. C'est faisable pour vous. Oui, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Sinon, on l'aurait mentionné ici. Parfait. Super. On mentionne ici, on doit indiquer les générales, bataillons, tout ça, clairement. On peut utiliser tous les enhancements et les bataillons de votre plus récent Battle Tome, ceux du Core Book, General's Handbook. Les unités provenant de Forge World ayant Wascroll valide sont acceptées. Pour qu'un Battle Tome soit accepté, on en a parlé tantôt, il faut que la fac d'après-sortie ait été sortie en date du 22 avril, donc on a même une date ici en plus là, avant ça. Même chose que le simple. Il y a beaucoup de choses dans le petit player pack-là qui sont les mêmes que dans le simple. Oui, absolument. Le Battle Pack de Gur, on vient d'en parler, sera en vigueur avec toutes les règles d'ici attache. Donc, en principe, tout va se faire là. Politique de modèle, on en a parlé tantôt. Même politique de modèle qu'on avait au niveau du simple. Donc, je passe rapidement là-dessus. Rien de différent ici. Au niveau des pointages, des batailles, tout ça, avant qu'on embarque dans le pointage, et on a des bonnes questions aussi. Comment est-ce qu'on gère les CP? Est-ce que c'est complètement séparé? Est-ce qu'on garde ça encore une fois séparé des deux côtés? Oui. Oui, complètement séparé, effectivement. Donc, chaque joueur va avoir ses CP à lui. Puis, même chose pour le fameux CP qu'on peut donner à un héros personnel. Ça reste pour son héros et on ne peut l'utiliser que pour ses unités. Okay. Donc, on ne peut pas comme affecter les autres unités. Donc, les CP sont générés pour chacun des joueurs. Comment est-ce que les Grand Strategies et les Battle Tactiques fonctionnent? Est-ce que, j'imagine, on a chacun notre Grand Strategy à choisir? Ça va? Exactement. Battle Tactiques, comment ça fonctionne? Est-ce qu'elles sont partagées ou elles restent séparées? Les Battle Tactiques vont être choisis en groupe. Donc, mon Dieu, j'ai chaud juste d'avoir fait cette erreur. Donc, les Battle Tactiques sont choisis en groupe. Donc, c'est vraiment un battle tactique pour toute l'armée, là, cette fois-ci. Pour les deux joueurs, tout simplement. Pour les deux joueurs, exactement. On se parle, on dit, OK, on va faire un conquer. C'est ça notre objectif. Exactement. Parce qu'on s'entend que c'est pas mentionné nulle part, mais j'imagine on joue tous nos modèles, toutes les phases ensemble. Je veux dire, on est dans Hero Phase, j'ai des spells à caster, lui il y en a à caster. On est dans le move, on va tout move nos modèles. On est comme une armée de 2000 points versus une armée de 2000 points avec deux généraux. Puis je vais juste revenir sur ce que j'ai dit tantôt. Les Grand Strategies, c'est une Grand Strategies qui est pour l'armée au complet et qui est générée lors de votre création d'équipe.
Donc, quand vous choisissez vos teams et que vous montez vos Est-ce qu'elle s'applique sur tous les modèles de l'armée? Je te donne un exemple. Je choisis Hold the Line. Toutes les battle lines doivent rester en vie. Donc, ça inclut mes battle lines et les battle lines de mon allié. Oui, parfait. Exact. Donc Grand Strategy et Battle Tactics sont partagés. Exact. Parfait. Y avait-tu une autre... Donc, chaque joueur a une Heroic Action. J'imagine que oui. On a-tu chacun une Heroic Action? Oui. Okay. Oui, chaque joueur, oui. Les CP restent séparés, les Heroic Action restent séparés. Super. Au niveau du pointage, donc là, on mentionne ici, il va y avoir comme deux sortes de pointage. On a le pointage un peu plus traditionnel pour les points de bataille. Et là, on va avoir le narratif aussi. Donc, au niveau de la bataille, peut-être tu peux nous expliquer un peu rapidement comment ça fonctionne. On est quand même avec le système de 20 points, là. Oui, c'est essentiellement le même système. Dans le fond, ça va donner comme un total de 60 points tout et partout, les 3 parties. Donc, ça va être un différentiel. Au niveau, là, dans le Player Pack, il n'y a pas les scénarios. Donc, on n'a pas les grilles, mais essentiellement, les scénarios sont les mêmes sont des scénarios qui ont été choisis dans le Player Pack du simple. OK. Parce qu'on s'entend, là, le double, c'est un peu parce que la majorité des joueurs qui vont faire le double vont être au simple après. C'est un peu une pratique, si on veut. Donc, on s'en sert un peu pour ça. Donc, ça va être la même chose à ce niveau-là. Donc, c'est un cumulatif de tous les points que vous allez faire. Donc, Grand Strategy, Battle Tactique, plus les points d'objectifs que vous allez avoir cumulés au courant de la partie. La seule chose qu'on n'aura pas, évidemment, mais ça ne rentre pas dans la bataille, mais c'est les points de peinture. Ça, au niveau du double, il n'y a pas de points de peinture. Parfait. On peut jouer avec une armée non peinte pour le double, sans être pénalisé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Exact, tout à fait. Les marées de gris plastique seront présentes. C'est sûr qu'on aimerait que ce soit peint, tu sais. C'est sûr. Je vais faire un effort particulier pour amener que du gris. Alright, donc bien entendu, ça va être trois parties dans la journée et ça va être. Est-ce qu'ils vont être tirés au hasard? Est-ce que vous avez déjà une idée des scénarios qui vont être. On les sait déjà. Okay. C'est déjà déterminé les scénarios. Où es-tu? J'ai une mémoire de poisson, donc je me souviens jamais. C'est ce qui arrive quand on en a trop. On va garder tout le monde en ligne, on va finir les points, puis je vais les caler après c'est quoi les scénarios. Aucun problème. J'ai d'autres belles questions pour toi. Au niveau du déploiement, est-ce que c'est une unité à la fois par équipe ou c'est une unité par joueur? C'est la même chose que si vous jouez tout seul, donc c'est une unité par équipe. Si vous avez un bataillon au niveau de votre armée, mais là, admettons que c'est le bataillon, le Battle Regiment, vous droppez votre unité, vos unités au complet. Oui. Sinon, c'est une unité par armée. Donc, une armée met la sienne, l'autre armée met la sienne. Fait que oui, ça, vous avez la disponibilité de le faire comme vous voulez. OK. Puis il n'y a pas de règle non plus au niveau des bataillons, justement. Ils peuvent être dupliqués à travers les armées. Les bataillons peuvent être dupliqués. Par contre, on va respecter, il y a un Hunters of the Heartland par joueur. Donc, on peut en avoir 2 par armée, ça mais maximum. Là, un joueur ne peut pas avoir 2 fois Heartland. Oui, je comprends. OK. Parfait. Donc, Vaginator demande est-ce que Moratti est jouable? Ben oui, Moratti est jouable. Si vous respectez toutes les autres règles de Pitch Battle, donc 2 Battle Lines, 1 héros, en principe, en ce moment, tout est jouable. Ouais. Tant que vous ne dépassez pas 1000 points. Donc, pas de Corn Dragon, guys. Pas de Corn Dragon. J'en ai vraiment désolé. Probablement pas de Nagash non plus, parce qu'il n'y aura pas de Battle Line avec lui. Non, pas lui. Nagash, Archaon, puis même Kragnos. Ça commence Kragnos, à être faisable. Kragnos, c'est faisable. À l'Ariel, je sortais aussi. Archaon, il est... À 800 kek, avec peut-être des maraudeurs. Non, c'est faisable. Les Warcry. On a des bataillons à 70 points. D'après moi, c'est faisable. Golem. Ouais. D'après moi, c'est faisable. 2 unités d'Iron Golem avec Archaon, c'est possible, effectivement. Bon, fait qu'il y a de quoi faire, là, si vous voulez vraiment être un gros lore gamer. Oui, on l'a mentionné tantôt, Vaginator, même si ça dépasse 100 points, il n'y a pas de problème avec ça. On suit les règles du Battle Pack de Gur.
dans le pitch battle, dans le GHB, et là-dedans, il n'y a aucunement mentionné nulle part qu'il faut pas avoir plus que une unit ne peut pas être plus que la moitié de votre armée. Ça, c'est une règle du Contest of Battles qui se trouve être dans le Core Book, que je pointe sur mon étagère ici. Donc, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Fait que tu peux jouer Teclis. Jonathan, tu peux jouer Teclis. OK, puis au niveau du narratif, ben, c'est là qu'on rentre... au niveau du pointage, il va y avoir des points pré-tournoi. Donc, c'est un peu toutes les petites actions que vous devez avoir à faire avant le tournoi. Et ensuite, on a des points qui vont être attribués durant le tournoi. Donc, si on parle rapidement des points pré-tournoi. Les points pré-tournoi, en fait, il y en a, dans le fond, il y a 6 points en tout et partout qui vont être remis. Le premier, c'est, évidemment, c'est durant votre création d'équipe. J'en ai touché un peu tantôt. Si vous faites un nom d'armée, donc un nom créatif, il y a 2 points qui vont vous être remis. Ensuite de ça, si l'équipe prend le temps d'écrire ou de rédiger un texte qui explique, qui donne dans le fond un background, qui explique le pourquoi que son armée est... que les 2 armées, dans le fond, sont conjointes ensemble. Puis même, sincèrement, si vous voulez comme un background un peu plus profond, gâtez-vous, là, allez-y. Juste essayez de vous limiter à peut-être une page maximum, là, parce que vous en avoir beaucoup à lire. Puis 2 points qui vont être bon, c'est la touche personnelle. Ça, dans le fond, c'est pré et pendant le tournoi, la touche personnelle. Vous arrivez avec vous avez un thème, par exemple, Séraphon, un peu comme Danick l'année passée, vous arrivez les 2 costumés en Séraphon. Ça vous fait avoir des points. Ou bien, vous avez comme fait imprimer des tokens, comme des petits cadeaux, c'est l'objectif que vous remettez à votre adversaire, ces choses-là. Ça peut vous donner, ça va vous rapporter ces points-là, justement, si vous amenez comme des goodies, ces choses-là. Et c'était quoi le dernier? Cadeaux d'anniversaire, des accessoires, costumes. Exactement, ouais. C'est ça. Donc, quelque chose qui va venir comme agrémenter l'expérience en général de tout le monde. Fait que si vous voulez arriver en camisole rose avec des culottes en spandex en or, écoutez, là, c'est sûr, c'est 4 points d'entrée de jeu. Ah, OK. T'es en train de donner des mauvaises idées à des gens, là. Je suis plus certain que je suis pour ça, là. Écoute, si tu joues dans ton tub, moi, OK. donner tes points. OK, salut. Gab qui dit on va donner des NFT de Xa dans son top. Wow! Je pourrais faire de l'argent dans le fond avec des NFT de moi dans un top. J'avais même pas pensé à ça. Alex l'a dit, prochaine étape, OnlyFans. Solide. Alright. Puis les points qui sont pendant le tournoi maintenant. Donc, pendant le tournoi, donc, vont être remis aux joueurs 3 objectifs, donc par partie, qui sont en lien avec l'histoire. Donc là, on va les garder secrets, bien évidemment, puisque les histoires ne sont pas encore composées. Donc, mais ils vont avoir comme un lien avec ce qui se passe dans le scénario que vous allez jouer, qui est lié à l'aspect narratif. Donc, c'est des objectifs qui vont être à, si vous voulez, comme avoir plus de points à accomplir durant la partie, tout simplement. Puis on a une différence ici au niveau des pointages. Là, ils peuvent valoir de 1 à 3, en fait, c'est ça? Exactement, oui, c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais oui, tout à fait. Donc, les objectifs, il y en a un, dans le fond, c'est celui qui va valoir 3 est plus important, 2 est moyennement important, plus moins important. C'est ça, exactement. Fait que ça risque d'être, je vais quand même vous donner un indice, ça risque d'être des fois des objectifs un peu comme, des fois, on lit ça comme des trucs genre... qui sont un petit peu durs à réaliser, comme certaines grandes stratégies ou battle tactiques qui peuvent être attitrées à certains nouveaux battle tomes qu'on a pu voir, là, comme si vous avez telle affaire précisément, qui a fait telle affaire, puis qui a tué telle affaire précisément, là, vous allez l'avoir. C'est comme, on va pas vous la rendre facile non plus pour avoir les objectifs. OK, parfait, cool. Donc, le nombre de points maximum est de 24 au total. L'équipe ayant obtenu le plus de points narratifs remportera le prix du narratif.
Et en cas de bris d'égalité, on vient de mentionner que les points de bataille ici viendraient départager les vainqueurs à ce niveau-là. Exactement. Super, super. Donc, on a bien hâte de voir quel sera le narratif de tout ça. Si tu veux, je sais pas si on les annonçait ce soir, les 3 scénarios qui vont être joués pour la journée. Oui, je vous l'avais promis, je vous tenais en haleine. Mais, donc, les 3 scénarios qui ont été choisis, le premier, c'est Device. Le deuxième, Vein of Gur. Et le troisième, First Blood. Ok, fait que ce sera pas nécessairement des scénarios qui sont joués dans le Clash. C'est pas des... Il me semble que c'était des scénarios qui étaient dans le Clash, mais bon, je les ai passés rapidement. Device, Veins of Gur, puis l'autre c'est quoi? First Blood. Les 3 ne sont pas joués dans le Clash, si je me trompe pas. Désolé. Donc, les 3 ne sont pas dans le Clash. Donc, annulez ce que j'ai dit tantôt. Bon. C'est pas une pratique du tout. C'est bon. J'étais sûr que je les avais vus. J'ai traduit, dans le fond, tous les player packs, puis j'étais sûr que je les avais vus. Mais on s'entend que c'est pas très long à traduire un scénario, donc j'ai essayé de passer vite. Non, c'est bien. Ça va forcer les gens à jouer d'autres scénarios pour ce week-end-là. Donc, Device, Veins of Gur et First Blood qui vont être joués cette journée-là. On avait demandé tantôt un peu plus haut, là, on a quand même posé beaucoup de questions ce soir. Pensez-vous refaire peut-être une petite fac là, pour toutes ces petites questions-là qui ont été posées, puis sortir ça peut-être dans l'événement? Si tu nous les envoies ou si tu me les envoies, les questions, oui, on pourrait avoir une fac au niveau du Player Pack. Là. Écoute, je vais quand même le sortir demain, donc le Player Pack va être quand même disponible demain sur la page de l'événement sur Facebook. Puis oui, plus tard, on va pouvoir amener les facs en question. Parfait. Puis s'il y a d'autres gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas non plus à communiquer avec toi ou avec l'organisation en général, vont pouvoir être redirigés à bon endroit. Parce que c'est sûr, on s'entend, c'est un événement double, c'est pas un format qu'on est habitué, puis il y a beaucoup de petites particularités aussi qu'il faut venir préciser, donc c'est normal qu'on ait toutes ces questions-là. Puis même nous, on tricote autour de ça. Il y a des choses des fois, c'est un peu comme quand ils écrivent des règles, là, ils n'ont jamais pensé à cette affaire-là, puis ça leur tombe sous le nez, puis ils ne l'ont jamais vu venir. Donc, même nous aussi, là, on s'entend que le narratif s'était laissé l'année passée. Le double, c'est quand même nouveau aussi, même s'il y a un aspect narratif là-dedans. On se lance, donc s'il y a quelque chose, on va comme aviser. Puis effectivement, oui, une FAQ sur le player pack du double peut être nécessaire, effectivement. Il y a eu beaucoup de questions, effectivement, ce soir. Bon, ben c'est super, super. On a très hâte de voir ça, ce premier double pour le Grand Clash. Ça va être un bel événement, on va avoir beaucoup de plaisir. J'y serai avec mon fidèle Gab qui gagne les Paint to Glory. Donc vous pourrez lui faire un finger en personne qui vous a volé tous vos crédits de Bastion. C'est lui qui les a eus. Donc on a bien hâte d'aller jouer là, ça va être cool. On avait combien de joueurs? C'était-tu une 40aine de joueurs? Oui, on est une 40aine de joueurs pour le double. J'ai pas le chiffre exact parce que c'est soit que... parce que le dernier, je pense que j'avais vu comme peut-être 37 ou 40. J'ai pas de mise à jour depuis ce temps-là. Mais essentiellement, oui, on devrait être à peu près une 40aine, peut-être un petit peu plus même. Super, ça va être très très cool. Très hâte de voir ça. Oui. En fait, moi, j'ai hâte de voir tout l'événement au grand complet. Oui. J'ai hâte qu'on puisse avoir les grandes salles aussi. Donc, super content quand même de voir que notre charmant gouvernement est en train de slacker sur ses règles pour nous donner un bel événement. On va l'avoir. Ça s'en vient. Cool, super. Yann, un gros merci d'avoir été là ce soir. Ça fait plaisir. Très plaisant de t'avoir avec nous puis qu'on puisse faire un tour sur les Players Pack pour le Grand Clash. Merci aussi à Alex qui a dû quitter malheureusement, mais on le remercie 1000 fois encore d'être venu. Je rappelle que si vous avez des questions au niveau du Clash, vous avez Yann ici, vous avez Alex, écrivez-leur. Ça va leur faire plaisir de vous répondre. Vous avez encore du temps, hein, la peinture, il faut que ça avance, mais avril, ça s'en vient, hein? On est le 8 février, là, un petit peu plus que 2 mois. Mais en tout cas, je sais qu'il y a du monde
qui thrive sous la pression et qui vont peinturer leur armée la semaine d'avant. C'est normal, c'est correct, écoute. Moi, j'ai hâte d'entendre toutes les histoires de personnes qui vont nous dire « Ouais, ça fait 3 semaines que je dors pas, là, je fais mes modèles. » Puis, on va souhaiter tout de suite qu'il n'y ait pas un cas Alex Jessup l'année prochaine, un cas de plateau qui revire de bord, puis tous les modèles. On croise les doigts cette année. Le cœur me brisait juste à voir ça, puis à entendre les modèles tomber, c'était rough. C'était vraiment l'horreur pour tout le monde, c'est clair. Exactement. Fait que... Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Marlon Brando aurait pas pu mieux dire. L'horreur. Excellent. Mais Yann, un gros merci encore. Merci, merci à tous ceux qui ont été là ce soir. J'espère que ce deep dive vous aura plu. À vos pinceaux, préparez vos listes d'armées. Le clash s'en vient à grands pas. D'ici là, on a quelques tournois qui sont en train de se préparer, bien entendu. Je sais aussi qu'au Bastion, Québec, on prépare des soirées là, avec la réouverture des salles de jeu. On prépare des soirées un peu plus axées justement pour pratiquer les scénarios, se pratiquer en vue du clash, qui va être encore une fois un événement magistral. C'est juste le week-end de l'année au niveau du Wargaming, en tout cas pour nous ici à Québec. Là. Au Québec en général, c'est le happening, on va le dire comme ça, certain. Donc, un gros merci à tous, guys. Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine et je vous souhaite plein d'amour puis des becs puis tout. Là. Bye bye. Yes. Ciao.